Tout le monde connaît la triste histoire du Titanic, grâce au film emblématique qui mettait en scène l'amour tragique de deux de ses passagers. I'll never let go. I promise. Cependant, après de nombreuses décennies, une cache de photos précédemment enfouie mais récemment découverte a permis de faire la lumière sur la nature de la célèbre catastrophe maritime. Que révèlent ces photos et qu'avons-nous appris de cette catastrophe? Dans cette vidéo, nous mettons en lumière un vieil appareil photo trouvé dans les profondeurs de l'océan, qui contient des photos terrifiantes du Titanic. On peut affirmer sans risque qu'aucun autre navire dans l'histoire n'a atteint la popularité du Titanic. Bien qu'il ait été majestueux en soi, son titre de gloire réside dans une tragédie qui a coûté la vie à des milliers de personnes. Le RMS Titanic, navire à vapeur de luxe, a coulé aux premières heures du 15 avril 1912, au large des côtes de Terre-Neuve dans l'Atlantique Nord, après avoir heurté un iceberg lors de son voyage inaugural. L'histoire du Titanic a inspiré d'innombrables livres, articles et films, dont la superproduction de 1997, Titanic, avec Kate Winslet et Leonardo DiCaprio. Mais en dehors des cercles de divertissement, l'histoire du navire est devenue une mise en garde contre les dangers de l'orgueil humain. Ce que beaucoup ignorent, c'est que le Titanic est le résultat d'une compétition intense entre des compagnies maritimes concurrentes au cours de la première moitié du XXe siècle. La White Star Line, en particulier, s'est retrouvée dans une bataille pour la primauté des navires à vapeur avec la Cunard, une société britannique expérimentée qui possédait deux navires remarquables, parmi les plus sophistiqués et les plus luxueux de leur époque. Le Mauretania de la Cunard a établi le premier record de vitesse pour la vitesse moyenne la plus rapide lors d'une traversée transatlantique, 23,60 nœuds, en 1907, record qu'il a conservé pendant les 22 années suivantes. J. Bruce Ismay, directeur général de la White Star, discute de la construction de trois grands navires avec William J. Peary, président de la société de construction navale Harland & Wolff, l'année même où la Cunard dévoile ses deux magnifiques paquebots. Chaque navire de la nouvelle classe olympique mesura 238 mètres de long et 28,2 mètres de large à son point le plus large, ce qui en fera les plus grands de l'époque. La construction du deuxième de ces trois paquebots, le Titanic, a commencé en mars 1909, dans l'immense chantier naval Harland & Wolff de Belfast en Irlande, et s'est poursuivi sans relâche pendant 2 ans. Le 31 mai 1911, la coque massive du Titanic, qui était à l'époque le plus grand objet mobile fabriqué par l'homme, a glissé le long des cales de lancement et s'est jetée dans la rivière Lagan à Belfast. Plus de 100 000 personnes ont assisté à la mise à l'eau, qui a duré un peu plus d'1 minute et s'est déroulée sans problème. La coque est immédiatement remorquée vers un immense bassin d'armement où des milliers d'ouvriers passeront l'année suivante à construire le pont du navire, ses somptueux intérieurs et les 29 chaudières massives qui alimenteront ces deux principales machines à vapeur. Lorsque le Titanic quitte Southampton en Angleterre le 10 avril 1912, il fait sensation. Après des escales à Cherbourg en France et à Queenstown en Irlande, le navire met cap sur New York, avec à son bord 2240 passagers et membres d'équipage, ou âmes selon le terme utilisé à l'époque dans le secteur du transport maritime, généralement en rapport avec un naufrage. Nombre d'entre eux sont des hauts fonctionnaires, des riches industriels, des dignitaires et des célébrités, comme il se doit pour la première traversée transatlantique du navire le plus célèbre au monde. J. Bruce Ismay, directeur général de la White Star Line, est le premier à arriver, accompagné de Thomas Andrews, le constructeur du navire de Harland & Wolff. J.P. Morgan, dont le Trust Maritime International Mercantile Marine contrôlait la White Star Line et avait nommé Ismay officier de la compagnie, n'était pas présent. Morgan avait prévu de rejoindre ses collègues sur le Titanic, mais a dû annuler à la dernière minute pour des raisons professionnelles. Le passager le plus riche est John Jacob Astor IV, héritier de la fortune d'Astor, qui avait fait la une des journaux 1 an plus tôt en épousant Madeleine Talmadge Force, une jeune femme de 29 ans, sa cadette, peu de temps après avoir divorcé de sa première épouse. Parmi les autres passagers notables, citons Isidore Strauss, le vieux propriétaire de Macy's, et sa femme Ida, qui sont représentés dans le film Titanic. L'industriel Benjamin Guggenheim, qui était accompagné de sa maîtresse, de son valet et de son chauffeur, et la veuve et héritière Margaret Molly Brown, qui a gagné le surnom de l'insubmersible Molly Brown en aidant à maintenir le calme et l'ordre pendant l'embarquement des canots de sauvetage et en remontant le moral des autres survivants. Les employés qui s'occupaient de ce groupe de personnalités de première classe voyageaient pour la plupart en deuxième classe, avec des universitaires, des touristes, des journalistes et d'autres personnes qui bénéficieraient d'un service et d'un hébergement comparables à ceux de la première place sur la plupart des autres navires.
Cependant, le groupe de passagers le plus important se trouve en troisième classe, avec plus de 700 passagers, soit plus que les deux autres niveaux combinés. Certains avaient payé moins de 20 $ pour traverser l'océan. La troisième classe était la principale source de profit pour les compagnies maritimes comme White Star, et le Titanic a été conçu pour offrir à ses passagers un hébergement et des commodités supérieures à ceux que l'on trouvait sur n'importe quel autre navire de l'époque. Après 4 jours de navigation sans incident, le Titanic reçoit des rapports sporadiques de glace de la part d'autres navires. Mais il navigue sur une mer calme, dans un ciel clair et sans lune. Vers 23h30, une vigie aperçoit un iceberg émergeant d'une légère brume droit devant. Il sonne la cloche d'alarme et téléphone à la passerelle. Les moteurs sont rapidement inversés et le navire fait un virage serré. Au lieu d'entrer en collision directe avec l'iceberg, le Titanic semble frôler son flanc et répandre des fragments de glace sur le pont avant. Les vigies sont soulagés de constater qu'il n'y a pas eu de collision. Cependant, il y a quelque chose qu'ils ignorent. L'iceberg possède un éperon sous-marin dentelé qui a entaillé la coque du navire sur 90 mètres sous la ligne de flottaison. Mais lorsque le capitaine et Thomas Andrews de Harland & Wolff ont visité la zone endommagée, 5 compartiments étaient déjà emplis d'eau de mer, et la proue du navire condamné était dangereusement inclinée vers le bas, permettant à l'eau de mer de se déverser d'une cloison à l'autre. Andrews calcule rapidement que le Titanic peut flotter pendant 1h30, voire un peu plus. Le capitaine, qui a déjà demandé à son radiotélégraphiste de demander de l'aide, ordonne alors l'embarquement des canots de sauvetage. C'est alors que le pandémonium a commencé. Environ 1 heure après avoir heurté l'iceberg, une évacuation embarrassante, désorganisée et désordonnée a commencé. Les canots étaient conçus pour transporter 65 personnes, mais seulement 28 ont fait le voyage. Une grande perte de temps et de ressources précieuses. Tragiquement, c'est ce qui a fait la marque de fabrique de l'opération de sauvetage du Titanic. Dans la confusion et le chaos qui ont précédé le naufrage, presque tous les canaux de sauvetage ont été mis à l'eau. Lamentablement sous-remplis, certains ne contenant qu'une poignée de passagers. Conformément aux droits de la mer, les hommes et les femmes montaient les premiers à bord des canots. Les hommes n'étaient autorisés à monter à bord que lorsqu'il n'y avait pas de femmes ou d'enfants à proximité. Malgré cela, de nombreuses victimes étaient des femmes et des enfants en raison de procédures chaotiques qui ne leur ont pas permis de rejoindre les bateaux. Un point positif cependant, le Titanic est resté à flot pendant près de 3 heures, dépassant ainsi les prévisions d'Andrews. Au cours de ces heures, nous avons été témoins à la fois de lâcheté et de bravoure extraordinaires, dont certains ont été immortalisés par le célèbre film Titanic. Entre l'ordre de charger les canots de sauvetage et le plongeon final du navire, des centaines de drames humains se sont joués. Des hommes se sont séparés de leurs épouses et de leurs enfants, des familles ont été séparées dans le chaos et des personnes désintéressées ont cédé leur place pour rester auprès de leurs proches ou pour permettre à un passager plus vulnérable de s'échapper. Finalement, seules 706 personnes ont survécu au naufrage du Titanic. Les passagers les plus célèbres du Titanic ont tous réagi à la situation d'une manière qui désormais fait partie de la légende du navire. Ismay, directeur général de la White Star, aide à charger certains des bateaux et monte ensuite sur un canot pneumatique pendant qu'il est descendu. Pour être honnête, il n'a abandonné le navire qu'en l'absence de femmes et d'enfants. Cependant, il survivra avec l'humiliation d'avoir survécu au désastre alors que tant d'autres sont morts. Le concepteur en chef du Titanic, Thomas Andrews, a été vu pour la dernière fois dans le fumoir de la première classe, fixant d'un regard vide une peinture de navire sur le mur. Astor a fait monter sa femme enceinte, Madeleine, dans un canot de sauvetage et lui demande s'il peut l'accompagner. L'entrée lui a été refusée, mais il a réussi à l'embrasser juste avant que le bateau ne soit mis à l'eau. Bien qu'on lui ait offert un siège en raison de son âge, Isidore Straus refuse, et sa femme Ida refuse de laisser son mari derrière elle. Ils se retirèrent tous deux dans leur cabine et moururent ensemble. Lorsque Benjamin Guggenheim et son valet ont regagné leur chambre et revêtu leur tenue de soirée, il a déclaré « Nous sommes vêtus de nos plus beaux atours et nous sommes prêts à descendre en gentlemen ». Il y avait aussi Molly Brown, qui aidait à charger les bateaux et fut finalement forcée d'être l'une des dernières à partir. Elle supplia passionnément l'équipage de revenir chercher des survivants, mais celui-ci refusa, craignant d'être submergé par des gens désespérés qui voulaient échapper à une mort certaine dans les mers glacées. Le Titanic a finalement coulé le 15 avril 1912, presque perpendiculairement, avec de nombreux feux encore allumés. Après avoir reçu l'appel de détresse du Titanic à minuit et navigué à pleine vitesse toute la nuit en évitant les glaces flottantes, le Carpathia de la Cunard a rassemblé tous les canots de sauvetage au cours de la matinée. Il n'y avait que 705 survivants. Si l'on a longtemps supposé que le navire avait coulé à cause de l'entaille qui avait provoqué l'inondation des compartiments de la cloison, plusieurs autres théories ont émergé au fil des ans. Notamment que les plaques d'acier du navire étaient trop fragiles pour les eaux presque glaciales de l'Antarctique, que l'impact avait fait sauter les rivets et que les joints de dilatation s'étaient rompus.
Mais si l'on oublie un instant les aspects technologiques de la catastrophe, la disparition du Titanic a pris une signification plus profonde, presque mythique, dans la culture populaire. Par exemple, nombreux sont ceux qui voient dans cette tragédie une pièce de morale sur les dangers de l'arrogance humaine. Les concepteurs du Titanic pensaient avoir construit un navire insubmersible qui ne pouvait être vaincu par les lois naturelles. En fait, ne dites pas « ça ne peut jamais être moi », car l'univers a une façon de prouver que ça peut toujours être vous. Ce même excès de confiance explique l'impact électrisant qu'a eu sur le public le naufrage du Titanic. Rétrospectivement, l'incrédulité était générale et choquante. Il était impossible que le navire ait coulé. De plus, les moyens de communication de l'époque étant lents et peu fiables, les informations erronées abondaient. Il n'y avait pas de médias sociaux ni d'internet pour diffuser des images au fur et à mesure que la catastrophe se déroulait. Le départ du Titanic de Southampton le 10 avril 1912 n'est pas exempt d'incidents qui auraient dû faire sourciller. Un petit feu de charbon est découvert dans l'une des soutes, ce qui est effrayant mais courant sur les navires de vapeur à l'époque. Pour en venir à bout, les pompiers arrosent le charbon fumant et le mettent à côté à l'aide d'une pelle. Après avoir évalué la situation, le capitaine et le chef mécanicien ont estimé qu'il était peu probable que la structure de la coque ait été endommagée, et les soutiers ont reçu l'ordre de continuer à contrôler l'incendie en mer. Il existe cependant un nouveau regard sur la catastrophe, proposé par le journaliste Senan Moloney, qui a eu accès à une collection de photos du Titanic jusqu'alors inconnue, avant même qu'il ne quitte le chantier naval. Ces photos sont restées oubliées dans un grenier avant que Moloney ne mette la main dessus et seraient restées à jamais perdues. Elles appartenaient à l'origine à John Kempster, l'ingénieur électricien en chef du Titanic. Un descendant de Kempster a apporté les vieilles photos à une vente aux enchères. La maison de vente voulait vendre les photos une par une, mais un collectionneur a réussi à trouver un accord. Moloney étudie la tragédie du Titanic depuis plus de 30 ans et ses réflexions sont très intéressantes. L'une des images montre une inquiétante marque sombre de 9 mètres de long sur la coque du navire, exactement à l'endroit où l'iceberg a été percuté. Les ingénieurs de l'Imperial College de Londres ont déterminé que la marque avait été causée par un feu de charbon dans la soute à charbon du navire. Pour être honnête, il est bien établi qu'un feu de charbon brûlait à bord. Au cours de l'enquête menée après le naufrage, Hendrickson a été appelé à témoigner au sujet de l'incendie. Il a été découvert avant que le Titanic ne quitte Belfast. Hendrickson et 3 ou 4 autres hommes s'efforcent d'éteindre l'incendie, mais la seule façon de le faire dans un tel bunker est de jeter le charbon brûlant dans la chaudière du navire. Comment se fait-il qu'il n'ait pas pu simplement éteindre le feu ? Eh bien, parce que ce n'est pas ainsi que les choses fonctionnent. Le charbon est très inflammable et même dans les meilleures circonstances, il est extrêmement difficile de faire face à un feu de charbon. Même avec toutes les ressources du monde et beaucoup d'espace pour travailler, il peut être pratiquement impossible de l'éteindre. Prenons l'exemple de l'incendie de charbon de Centralia en Pennsylvanie. Cet incendie s'est déclaré dans une mine du nord-est des États-Unis et s'est avéré impossible à éteindre alors qu'il brûle depuis plus de 60 ans. Malgré de nombreux efforts, rien n'a pu éteindre l'incendie. Certaines zones de l'incendie sont estimées à environ 537 degrés Celsius, produisant des nuages de gaz de monoxyde de carbone mortels. Finalement, le gouvernement fédéral a renoncé à éteindre l'incendie et a simplement acheté toutes les terres aux habitants déplacés. Centralia est aujourd'hui une destination touristique. Les gens veulent en voir la fumée et les bâtiments abandonnés. Imaginez donc les difficultés rencontrées sur un navire dont l'espace est limité. Quelle que soit la taille du Titanic, il s'agit toujours d'un navire. Pour en revenir à la découverte de Moloney, la zone de la soute à charbon où l'incendie s'est déclaré se trouvait contre l'une des principales cloisons du navire. Il s'agit de parois étanches qui empêchent l'eau de mer de se répandre en cas de rupture de la coque. Moloney s'est entretenu avec Guillermo Rain de l'Imperial College de Londres, un expert en sciences du feu. Selon Rain, la température de l'incendie du Titanic aurait pu atteindre 982 degrés Celsius. Rain affirme également que lorsque le feu de charbon a été découvert, il a probablement duré pendant des jours, voire des semaines. Les témoignages des soutiers et des pompiers du Titanic semblent indiquer que l'incendie a gravement endommagé la cloison située près de la zone des charbons. Certains ont même signalé que le métal s'était déplacé ou déformé. D'après l'image précédente, il y a eu également une marque visible sur la coque due aux dommages causés par l'incendie. Un autre problème du Titanic était sa vitesse. Malgré les avertissements concernant la présence d'icebergs dans la région, il a traversé l'océan Atlantique à pleine vitesse. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles le navire tentait d'établir un record de vitesse, mais le Titanic n'était pas conçu pour ça. Ce navire massif était un paquebot de luxe. Mais selon M. Moloney, la vitesse excessive pourrait avoir été causée par la lutte contre l'incendie à bord. Comment la lutte contre les incendies peut-elle être à l'origine d'un excès de vitesse ?
Eh bien, les soutiers ont pelleté du charbon brûlant dans les fours pour brûler le feu afin de lutter contre l'incendie. Si les soutiers ont pelleté autant de charbon qu'ils le pouvaient, cela expliquerait la vitesse du navire. Plus le charbon brûle, plus les moteurs travaillent fort, augmentant ainsi leur vitesse. Pendant 3 jours, les soutiers ont pelleté sans relâche du charbon dans les fours pour éteindre le feu. Moloney pense que c'est la raison pour laquelle le navire se déplaçait à pleine vitesse lorsqu'il est entré en collision avec l'iceberg. Moloney a également étudié une transcription de la commission d'enquête américaine sur le naufrage, dans laquelle le principal pompier Stoker, Fred Barrett, signale une défaillance de la cloison. Barrett se trouvait à l'intérieur lorsque l'iceberg a frappé et s'est réfugié dans un autre compartiment étanche du navire. Il se tenait en fait derrière la cloison endommagée par l'incendie. Environ 2 heures plus tard, il voit une vague d'écume verte passer entre les chaudières. Barrett a pu échapper au torrent d'eau qui arrivait parce que la cloison s'est rompue à ce moment-là. Selon l'enquête de Moloney, le navire a commencé à couler rapidement après cet événement. L'argument de Moloney, basé sur les photos qu'il a découvertes, est simple et logique. Une cloison a été endommagée à la suite de l'incendie caché. L'augmentation de la vitesse a été causée par l'utilisation excessive de charbon pour combattre l'incendie. La rupture de la cloison a été causée par l'énorme chaleur générée par le feu de charbon qui était directement contre elle. Si les cloisons avaient tenu, Moloney pense que les passagers du navire auraient pu être sauvés. Un navire avait été appelé et était en route pour apporter son aide. Si le Titanic avait réussi à rester à flot pendant quelques heures de plus, l'ampleur de la catastrophe historique aurait pu être évitée. Les cloisons étaient la première ligne de défense du Titanic contre les éléments. En fait, l'absence de canot de sauvetage sur le Titanic s'explique par le fait que le navire lui-même était considéré comme un canot de sauvetage. Les cloisons étaient conçues pour empêcher l'eau de pénétrer dans le navire en cas de brèche, ce qui laissait le temps d'effectuer un sauvetage. Cependant, si les cloisons cédaient, la catastrophe était inévitable. Une question demeure cependant. Pourquoi le navire a-t-il quitté le port alors qu'un incendie s'était déclaré à bord? Moloney s'est également penché sur la question. D'après les entretiens et les recherches sur la White Star Line, la compagnie semble en difficulté financière. Les débuts du Titanic ont été retardés et son navire jumeau a été endommagé, ce qui a entraîné des pertes économiques supplémentaires. Le Titanic devait naviguer à temps, sinon la société aurait implosé. Rétrospectivement, l'enquête officielle sur la catastrophe a minimisé certains aspects essentiels. Moloney a déclaré que l'inspecteur maritime du Board of Trade, Maurice Clark, a déclaré à l'enquête qu'on lui avait caché l'incendie. Il avait le pouvoir d'empêcher le navire de naviguer et sur la base d'une autre affaire concernant un autre paquebot transatlantique, il était censé l'avoir fait. Le fait que l'enquête britannique ait supprimé l'hypothèse d'un incendie incontrôlé ne devait pas surprendre. D'autant plus que certains membres de la commission d'enquête sur le Titanic avaient déjà jugé, dans le cas du Cair Norna, qu'il n'aurait pas dû prendre la mer en raison d'un feu de charbon spontané dans les soutes en 1910. Le Cair Norna connaît une explosion, des morts et une panique. La découverte est communiquée à toutes les compagnies maritimes, mais le Titanic prend la mer 2 ans plus tard avec son charbon en pire état. Les photos présentent également la nature luxueuse du Titanic sous un angle différent. Il est évident que les constructeurs ont placé la barre très haut, même pour les passagers de la classe la plus basse. Le grand escalier est le fleuron du Titanic. Il est fait de fer forgé, de chêne poli et d'une variété de verres de boutique, et il était construit sous un magnifique dôme qui donnait une excellente illusion de lumière naturelle à n'importe quel moment de la journée. La pièce maîtresse de l'escalier d'honneur était un grand panneau sculpté avec une horloge. Les passagers descendaient de l'escalier ou prenaient les ascenseurs très modernes pour accéder à la salle à manger de première classe. Il est intéressant de noter que le film Titanic s'est donné beaucoup de mal pour garantir l'exactitude du grand escalier, en travaillant à partir de plans et des matériaux d'origine. Les passagers de première classe se réunissaient dans ce salon de style édouardien pour jouer aux cartes et discuter des sujets d'actualité. La promenade, le pont, l'abri, le salon, les ponts supérieurs, intermédiaires et inférieurs abritaient les logements des passagers et les espaces publics. Les 3 autres étaient réservés à l'équipage, à la cargaison et aux machines. Les ponts des bateaux et des promenades étaient situés au-dessus de la superstructure du navire. Leurs mesures ne s'étendaient pas sur toute la longueur du navire. Le pont des embarcations du Titanic était le pont le plus élevé. Il doit son nom au fait qu'il abritait les canaux de sauvetage. Le pont des embarcations était le seul véritable espace ouvert du navire. Sur le pont des bateaux, les passagers de première et de deuxième classe pouvaient se promener, se reposer sur des bancs, jouer au quat, un jeu semblable au fer à cheval, ou se perdre dans une contemplation tranquille. Les passagers de 3e classe se promenaient sur le pont de la passerelle parce qu'ils n'étaient pas autorisés à se rendre sur le pont des embarcations. Le pont de la passerelle était une plateforme semblable à une dunette située à l'arrière du navire. Les passagers de 3e classe étaient cependant obligés de partager cet espace encombré avec les cargaisons et les équipements. Le gymnase ultramoderne du Titanic, situé sur le pont des bateaux, était utilisé par les passagers de première classe. Elle était équipée de haltères, rameurs, etc.,
ainsi que d'un cheval et d'un chameau mécanique. Pour utiliser le gymnase, il fallait payer 1 shilling, soit environ 25 cents, à Thomas McCauley, l'intendant du gymnase sur place, qui était vêtu de flanelle blanche. Des bains turcs exclusifs de première classe et réservés aux hommes étaient disponibles sur le Titanic. Les passagers masculins de première classe qui payaient $1 pouvaient accéder à des salles aux températures chaudes, tempérées et froides, ainsi qu'à un hammam, des toilettes privées et même à une salle de shampoing. Les bains turcs comprenaient également une fontaine d'eau douce en marbre, des carreaux ornés dans le style arabe et des chaises longues confortables pour que les passagers puissent se reposer. Parmi les salles publiques de première classe, on trouve un salon, une salle de réception, un restaurant, une salle de lecture et d'écriture, un fumoir et des cafés, sous la véranda et des terrains de jeu de paume. Si une suite salon ne suffisait pas, une famille aisée pouvait acheter plusieurs cabines de première classe les unes à côté des autres et ouvrir les portes communicantes entre elles pour créer sa propre suite. Le café parisien était une salle à manger branchée sur le Titanic, qui ressemblait au café parisien moderne. Les passagers de première classe pouvaient utiliser le véranda café et les palmes courtes sur le pont Promenade A. Les grandes fenêtres, les meubles en osier, les treillis, les plantes en pot et les sols à carreaux de ces salles donnent l'impression d'être dans la campagne anglaise. Les enfants de première classe préféraient le véranda café et s'y retrouvaient fréquemment pour jouer. Les passagers de première classe avaient également accès au lounge, une salle luxueuse située sur le pont Promenade et destinée à la convivialité. Cette salle opulente, lambrissée de chênes, comportait des alcôves où les passagers pouvaient s'entretenir en privé. Le décor du salon s'inspire du château de Versailles. Le salon versait du café, du thé et des boissons alcoolisées. La salle de lecture et d'écriture a été spécialement conçue pour les voyageurs de première classe. Elle était peinte en blanc et meublée avec goût. Les occupants avaient accès au pont Promenade par une grande fenêtre. Un grand feu brûlait vivement, apportant de la chaleur à la pièce. Le salon de première classe, situé sur le pont Promenade, était somptueusement meublé. Cette pièce était réservée à la lecture, aux conversations, aux jeux de cartes et à d'autres interactions sociales quotidiennes. Il était décoré dans le style Louis XV français. La facture est superbe. Les murs étaient recouverts de boiseries, ce qui donnait à la pièce un aspect symétrique. Le magnifique fumoir de première classe était situé à l'arrière du pont Promenade. Les murs du fumoir de première classe étaient recouverts d'acajou sculptés dans le style grégorien et incrustés de nacre. Le tableau Approche du Nouveau Monde de Norman Wilkinson était accroché au-dessus de la cheminée centrale. Les personnes souhaitant boire quelque chose après le dîner peuvent le faire au bar bien approvisionné. D'autres se sont promenés dans la salle, admirant les fenêtres en verre peint représentant divers ports du monde entier, ainsi que d'autres navires de la White Star Line. Une petite véranda, située à bâbord de la chambre, menait aux espaces du Palm Court, donnant sur le pont Promenade arrière. La pièce semblait faire partie d'un jardin d'hiver en raison de treillis murés avec des plantes grimpantes. Les passagers pouvaient terminer leur boisson sur des chaises en osier. La salle de réception de première classe, située derrière le grand escalier, est une pièce de 16 mètres de long. Elle était décorée dans le style jacobéen, avec un plafond blanc et une moquette rouille foncée. Avant le dîner, les passagers du salon se réunissaient pour parler des événements de la journée sur le navire. Certains s'asseyaient dans l'une des nombreuses chaises à motifs floraux disponibles.